19e arrondissement. Alors nous sommes ravis aujourd'hui d'accueillir Viviane Ezrati. Pardon Ezrati, pardon. Qui fut la directrice de la bibliothèque de l'Orge Joyeuse, donc que vous connaissez sans doute parce que c'est une institution très importante de notre quartier, rue des Prêtres Saint-Séverin, qui ont fut la directrice, je crois, de 1986 à 2011, je ne me trompe pas. Donc voilà, et elle va nous évoquer cette fantastique utopie née après la Première Guerre mondiale, parce qu'elle est née donc en 1924, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Donc je voudrais aussi remercier M. Thiel, qui est un éminent membre de notre association et qui nous a permis de rentrer en contact. Donc voilà, je trouve que c'est très gentil de sa part. Donc voilà, je vous laisse la parole pour nous présenter donc, cette bibliothèque pour enfants, la première bibliothèque spécialisée pour enfants, là, pour le coup. Alors, vous pouvez appuyer. Voilà, c'est bon. Voilà. Vous m'entendez, c'est pas trop fort, ça va voilà. Donc, effectivement, merci beaucoup. Annick Léger. Voilà, donc moi j'ai eu la chance de diriger l'Orge Joyeuse donc, pendant 27 ans jusqu'en 2011 quand donc Caroline Bruxelles a pris le relais puisque à ce moment-là, elle n'est pas là aujourd'hui, mais Marie Joffin est là, son adjointe. Donc si vous voulez tout savoir sur l'Orge Joyeuse de la rue des Prêtres Saint-Séverin, vous lui demanderez. Voilà. Et donc ensuite, je suis partie pour créer la médiathèque Françoise Sagan qui a intégré le fonds patrimonial L'Orge Joyeuse et qui est dans le 10e et on y reviendra. Voilà. J'ai surtout eu la chance, peu après mon arrivée à l'Orge Joyeuse, de rencontrer ces 3 premières bibliothécaires, Claire Huchet, Marguerite Gruny et Mathilde Leriche, 3 personnalités hors du commun, qui m'ont raconté la genèse de cette première bibliothèque pour enfants française, dont j'ignorais absolument tout. Dans mes études, j'en avais pas vraiment entendu parler. Et elles m'ont encouragée à écrire sur l'histoire des bibliothèques pour la jeunesse que j'essaie de faire. Pendant toutes ces années passées à l'Orge Joyeuse, pour moi, il n'y a pas eu de mois sans qu'un ancien lecteur, même de la rue Bout-de-Brie, n'entre rue des Prêtres Saint-Séverin pour demander s'il s'agissait bien de l'Orge Joyeuse qu'il avait fréquenté enfant à quelques mètres donc de l'emplacement actuel, souvent même avant-guerre, et évoquait des souvenirs d'heures du conte, d'activités théâtrales, on y reviendra, ou encore d'avoir été très actifs comme être bibliothécaire, et surtout ils gardaient tous un souvenir formidable de la bibliothèque elle-même et de ses bibliothécaires. Voilà. Et j'ai eu la possibilité de recueillir un certain nombre de témoignages, en particulier dans ce livre qui a été publié à l'occasion des 70 ans de la bibliothèque en 1994. Donc merci à je sais pas comment on dit, l'association Montagne Sainte-Geneviève, la société historique du 5e, de m'avoir proposé cette intervention grâce à André Thiel, qui a bien connu l'Orge Joyeuse en tant qu'ancien lecteur et ses bibliothécaires, ce qui est le cas de certains d'entre vous présents aujourd'hui et qui, j'espère, compléteront cet exposé par leur témoignage. Voilà. Un dernier point avant de passer vraiment dans le sujet et là de replonger du côté de la guerre de 14. Il faut bien comprendre que l'Orge Joyeuse est liée à 3 sites parisiens différents. C'est un peu compliqué à comprendre, l'Orge Joyeuse, on ne sait pas trop où elle est. Le premier, donc, le site de la création, est bien 3 rue Bout-de-Brie. Il fut abandonné avec le déménagement en 1974 dans une construction neuve, 6 rue des Prêtres Saint-Séverin, donc à quelques mètres en face de Saint-Séverin. Et enfin, le fonds patrimonial L'Orge Joyeuse, également initié par les premières bibliothécaires pour donner accès aux enfants à leur propre patrimoine, a déménagé en 2004 de la bibliothèque parce que la bibliothèque était menacée par la crue centenale, vous vous souvenez, 2004, la Seine montait assez vite, et a été intégrée donc en 2014 dans la médiathèque dans le 10e arrondissement près de la gare de l'Est, la médiathèque Françoise Sagan qui a ouvert en 2015. Voilà, on reviendra un tout petit peu dessus à la fin. Voilà. Alors,
Ouais. Mardi 12 novembre 2019, la maire du 5e arrondissement a dévoilé une plaque 3 rue Boudry pour les 95 ans de l'Heure Joyeuse, rendant hommage à ses fondateurs, le comité américain The Book Committee on Children's Libraries et ses premières bibliothécaires. Et c'est l'histoire donc de cette institution novatrice que je vais retracer aujourd'hui. Voilà. Alors, il faut savoir que effectivement, les bibliothèques publiques telles que nous les connaissons aujourd'hui sont vraiment issues directement de la Première Guerre mondiale. Voilà. Alors, au moment du déclenchement du conflit en 1914, on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas des bibliothèques pour enfants, mais la prise en compte des besoins de lecture des enfants était essentiellement le fait de l'école. Le développement des bibliothèques avait suivi celui de l'instruction, a toujours suivi celui de l'instruction et bénéficié de l'obligation scolaire, donc 14 ans en 1936, 13 ans en 1881, voilà. Et le ministre de l'Instruction Rouland, par le décret du 31 mai 1860, avait instauré dans chaque école l'obligation d'installer une armoire bibliothèque de 100 livres et qui était destinée aux élèves, mais aussi aux familles. Donc on n'allait pas non plus très loin. Et puis, faute de crédit, sauf dans le cas d'instituteurs astucieux qui faisaient des kermesses, etc., qui essayaient de récolter des livres, des moyens, etc., en 1914, vous pouvez imaginer que une bonne partie de ces collections étaient plutôt vieillies. En dehors de l'école, la population française a accès à des bibliothèques que l'on peut qualifier soit de savantes, souvent celles qui ont hérité des confiscations des biens religieux pendant la Révolution française, soit des bibliothèques dites populaires destinées à éduquer les classes populaires, comme son nom l'indique, et qui sont développées tout au long du XIXe siècle. Et l'essor de la lecture populaire passe par la création de bibliothèques municipales, paroissiales, associatives, comme celle de la Société laïque Franklin, ou la bibliothèque des Amis de l'Instruction. Vous pouvez toujours la visiter dans le 3e arrondissement, c'est très intéressant. Et leur catalogue témoigne de la présence d'ouvrages pour la jeunesse, essentiellement des classiques ou des romans comme ceux de Jules Verne. Et la demande des enfants, les enfants devaient avoir au minimum 8 ans, mais en fait c'était souvent des lycéens qui venaient, dépassent vite les possibilités d'accueil ou de fourniture des livres. Je vais très vite, il y a des tas d'études sur cette période qui est tout à fait passionnante. Voilà. On assiste tout de même avant-guerre à un courant de modernisation des bibliothèques depuis quelques années en France. Entre autres grâce à Eugène Morel, écrivain, critique littéraire et bibliothécaire à la Bibliothèque nationale de France, et qui va aller visiter les pays anglo-saxons, qui va aller aux États-Unis, et qui publie en 1910 la librairie française. Et ce qu'il prône, je le cite, ce n'est plus un de ces taudis où par un guichet où l'on fait la queue, un fonctionnaire vous passe un roman noir et crasseux, mais des lieux accueillants où les lecteurs se servent directement sur les étagères, comme on le connaît aujourd'hui, et des sections juvéniles qu'il appelle de ses voeux, comme celles créées aux USA depuis les années 1880. Voilà. La guerre met fin aux quelques tentatives d'expérimentation qu'il a initiées, notamment à Levallois-Perret. Alors, en 1918, un certain nombre de... On va sauter la guerre parce que là, clairement, il ne se passe rien côté bibliothèque. En 1918, un certain nombre de comités américains, après avoir soutenu l'effort de guerre, s'engagent dans la reconstruction des départements ravagés par la guerre. Non, c'est pas tout à fait juste ce que j'ai dit. En fait, il y a des comités américains qui envoyaient des livres pour que les soldats aient de quoi lire. Mais enfin, bon, on n'est pas tellement dans la lecture des enfants. Voilà. Le plus important d'entre eux est le comité américain aux régions dévastées, créé en 1916 sous l'impulsion d'Anne Morgan, la fille du financier, du banquier, et de Anne Murray Dyke, au départ pour aider les blessés français, les soldats, etc. Et en 1918, ce comité vient en aide aux populations du nord de la France,
basé dans le château de Blérancourt. C'est l'actuel musée de la coopération franco-américaine et je vous conseille vraiment d'aller le visiter. C'est un endroit absolument extraordinaire. Il œuvre essentiellement dans le département de l'Aisne. Au-delà de l'aide à l'économie et à l'agriculture, le CARD souhaite aussi apporter un soutien moral aux civils et en particulier aux enfants. Il va ouvrir des centres sociaux pour les familles, des clubs de jeunes avec des livres, un piano, un phonogramme, des jeux du cinéma. Je cite la brochure que vous pouvez voir sur la diapo. Ces clubs sont une source d'influence considérable. Ils les instruisent dans les distrayants, les enfants, leur mettent en main de bons livres et les empêchent, nous en avons l'espoir, d'aller dans les affreux estaminets disséminés dans les régions libérées qui font le désespoir de ceux qui s'intéressent à l'avenir de la France. Ça, c'est un organe qui dit ça. Alors, le CARD fait venir une bibliothécaire de la New York Public Library, Jessie Carson, qui avec 4 assistantes ouvre dans des baraquements militaires des bibliothèques, notamment à Soissons, à Coucy-le-Château, bref, il y en a 5 les plus importantes, avec des coins pour enfants, et elles organisent un circuit de camionnettes circulantes, c'est l'ancêtre du bibliobus, et instaurent des heures du conte, comme c'est de tradition aux États-Unis. Et là, sur le site du musée de Blérancourt, j'ai trouvé un film, c'est assez mouvant, Life in the Dawn Rouge. Je vais essayer de faire la manip pour vous envoyer un petit extrait. Non, c'est pas ça. Voilà. Et en fait, c'est un peu une reconstitution. Enfin, quand même, le film date, je crois, de 1921. Donc, c'est quand même assez émouvant. Voilà. Et c'est... Oui. Voilà. Donc ça, c'est la bibliothèque de Vic-sur-Aisne. Je suis perdu. Si, il a l'air, voilà. Et vous voyez, donc vous voyez le mobilier. En fait, il a été construit dans les ateliers de Blérancourt. Mais en face, c'est vraiment du mobilier. Les bibliothécaires américaines qui voient ça, elles avaient la même chose aux États-Unis. Voilà. Donc c'est pas uniquement pour les enfants, bien entendu, mais c'était complètement révolutionnaire à l'époque. Enfin, moi, je trouve ça extrêmement émouvant. Vous voyez, on voit plutôt des enfants déjà un petit peu grands. Et alors, le CARD ne faisait pas que ça. Il y a toute une aide pour que les nourrissons soient nourris, etc. Donc, ça fait partie de multiples activités qu'ils faisaient, mais qui ont amené des bibliothécaires professionnels, type les bibliothécaires d'aujourd'hui, vraiment de lecture publique des États-Unis. Et c'est ce qui a fait vraiment la différence. Alors, vous voyez l'uniforme, un peu comme l'armée. Et c'était les femmes aussi du CARD qui conduisaient, elles étaient chauffeurs, infirmières, etc. Et elles faisaient tout. Et on va les voir, elles vont démarrer. Pardon ? Bonjour. Allez, on laisse encore une seconde parce que c'est quand même un film. Alors, il est très très long, mais ça vaut vraiment la peine de le regarder. Vous allez sur le site du musée de Blérancourt. Et en fait, ce qu'il faut imaginer, tout était détruit autour, quand même. Les gens vivaient dans des espèces de caves. Enfin, c'était vraiment une situation assez dramatique. Voilà. On va arrêter là. Vous regardez la suite.
Et on refait la manip dans l'autre sens. Voilà. Alors, on va revenir à Paris. Un inspecteur de la ville de Paris, Ernest Coyec, est absolument émerveillé par ce qu'il va voir dans l'Aisne. Et donc, il va demander aux CARD d'aider la ville de Paris à ouvrir une bibliothèque moderne dans le 20e arrondissement. La bibliothèque Fessard, avec aussi une section jeunesse, et elle va ouvrir en 1922, avec accès direct au rayon, heure du compte, bibliothécaire formé. Je ne sais pas si Christine de Fessard est arrivée. Non, oui, voilà. Donc la responsable de Fessard est là, et donc Fessard va fêter ses 100 ans en novembre, et on vous invitera à venir écouter une autre conférence beaucoup plus axée sur justement toute l'action du comité Origine Université. Voilà. Alors, un autre comité, on arrive à notre sujet, donc le Children's Book Committee and Children's Library, concerne directement l'heure joyeuse. Il est présidé donc par Caroline Griffiths, qui est une femme de diplomate et qui va aller plus loin en matière de bibliothèque pour la jeunesse. À l'origine, ce comité est issu d'un mouvement qui s'appelle Militia of Mercy, qui vient en aide aux femmes de soldats américains engagés dans le conflit à partir de 1917. Et pour pouvoir récolter des fonds à distribuer, ils vont publier cet ouvrage, qui est vraiment un ouvrage assez luxueux. Il y en a un exemplaire à la Bibliothèque nationale de France, mais celui de l'heure joyeuse a été égaré quelque part. Voilà. Et c'est un livre où on a demandé à des écrivains des différents pays alliés d'écrire un texte. Et donc pour la France, c'est Anatole France qui va composer un texte intitulé « Ce que disent nos morts ». Et qui est... voilà, on est vraiment dans l'univers de la guerre. Il y a quelques textes qui sont vraiment très bellicistes, puisqu'on compare les Allemands aux Huns, etc. Et dès la signature de l'armistice, le comité va plutôt apporter sa contribution à ce qu'elle entend être une œuvre de paix. Voilà. Au départ, dans le domaine éducatif, mais le comité se rend très vite compte qu'en France, les écoles sont plutôt bien organisées et qu'il ne va rien apporter de nouveau. Et il préfère offrir une institution qui est donc déjà plutôt bien rodée aux États-Unis, comme on l'a dit, depuis les années 1880, et inconnue en France, qui est la bibliothèque pour enfants. Donc le Book Committee propose à la ville de Paris et à la ville de Bruxelles l'ouverture d'une bibliothèque de prêt gratuite pour la jeunesse avec une salle de lecture. Bruxelles va accepter plus vite le don et va ouvrir sa première heure joyeuse. Donc j'ai parlé déjà de 3 lieux à Paris, donc il y a aussi Bruxelles. L'heure joyeuse de Bruxelles, qui est en fait la grande sœur de l'heure joyeuse de Paris. Et il y en aura 8 heures joyeuses à Bruxelles. Elles perdront leur nom quand ces bibliothèques se verront adjoindre une section pour adultes. C'est un peu le monde à l'envers par rapport à ce qui s'est passé plutôt en France. Voilà. Et je viens d'apprendre malheureusement que cette bibliothèque que j'ai encore vue rue de la Paille, en fait le bâtiment vient d'être détruit. Donc voilà, il n'y a pas de traces. Mais ils avaient encore tout leur mobilier et tout. On était allés fêter les 75 ans à Bruxelles. On avait été merveilleusement accueillis. Alors, donc, la municipalité parisienne met plus de temps à comprendre l'intérêt donc, de ce don. Elle répond, il n'y a qu'à donner les livres dans les écoles. Et en fait, Madame Griffiths explique que non. L'idée, c'est plutôt que des livres soient regroupés dans un lieu où ils puissent avoir différentes tranches d'âge. Et pas juste pour une classe ou une autre classe, etc. Voilà. Et finalement, donc, le don est accepté. Au cœur, et la bibliothèque va s'installer dans un local qui appartient en fait à l'assistance publique, en tout cas juste le rez-de-chaussée, et au cœur du quartier latin, très contrasté à l'époque, mais central pour accueillir les visiteurs.
Je vais vous citer ce très joli passage de Paul Hazard dans les livres Les enfants et les hommes de 1932, où il parle de la bibliothèque. Le jour où votre promenade vous mènera vers le vieux quartier qui entoure Saint-Séverin, allez voir la bibliothèque que des Américains ont organisée pour les petits Français et pour les étrangers qui habitent ces parages. Orientaux, Russes, Polonais, à peu près toutes les nations sont représentées dans ce fouillis de maisons lépreuses. La rue a gardé son vieux nom savoureux, c'est la rue Boutebrie. Voilà. En fait, la rue Boutebrie donne boulevard Saint-Germain, qui est évidemment... qui n'est pas un fouillis de maisons lépreuses, hein, on est d'accord. Et c'était ce que les bibliothécaires d'ailleurs trouvaient très intéressant, c'était ce mélange de classe sociale, en fait, qui se retrouvait à la bibliothèque. Alors, donc là vous voyez, hein, donc c'est là où est la bibliothèque, et donc ça c'est un espèce de document publicitaire pour aussi récolter des fonds, hein, du côté du committee. Donc là, le jardin de Cluny, parce qu'on n'arrive pas bien à lire. Ça, c'est la cour de la bibliothèque. Et puis, le bout de la rue Boutebrie qui donne dans la rue Saint-Séverin, des prêtres Saint-Séverin, où il y a l'actuelle Orgeoyeuse. Voilà. Donc, là, je vais être un tout petit peu plus long. Je vais citer faire plein de citations, mais après, promis, on en aura plus tard. Voilà. Donc le 12 novembre 1924 est inaugurée vraiment la première bibliothèque vraiment spécialisée, hein, pour la jeunesse, la première du genre en France. Le comité donc a équipé le local, envoyé du mobilier qui a été fabriqué aux États-Unis et qu'on peut toujours voir d'ailleurs à la médiathèque Sagan, en chêne, à la taille des enfants, hein, c'est vraiment nouveau. A assuré la formation des 3 bibliothécaires, financé l'achat de 2000 livres. La ville de Paris a fourni le local et prend en charge la totalité des frais de fonctionnement après la première année. Hein, donc depuis 1925, l'Orgeoyeuse est une bibliothèque municipale. Voilà. Alors la date du 12 novembre n'a évidemment pas été choisie au hasard, mais parce que le lendemain du jour anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Alors, je vous lis un petit texte de Memphis Griffiths. Il y a 6 ans aujourd'hui, le 12 novembre 1918, les membres du comité se réunissaient à New York pour contribuer, si cela leur était possible, à l'œuvre éducative de reconstruction dans les pays alliés. Tous les membres désiraient ardemment présenter aux enfants de France, en mémoire de leur courage pendant la guerre, un don qui les aiderait à s'adapter aux conditions nouvelles de vie et qui serait pour eux et pour toujours une source de joie. Le nom choisi d'Orgeoyeuse traduit l'esprit de ce don et les intentions du donateur. La bibliothèque pour enfants éveille le meilleur de la curiosité des enfants envers les auteurs. Une littérature mondiale pour la jeunesse se développera qui contribuera à une meilleure compréhension et entente au niveau international. Donc une belle utopie, hein. Malheureusement de ce point de vue-là, les bibliothèques pour enfants n'ont pas réussi à établir une paix dans le monde, mais bon, voilà, pas tout à fait leur faute. Voilà. Et donc il s'agissait effectivement de former des citoyens du monde. Hein. Voilà. Alors, le discours d'Eugène Morel, hein, dont j'ai déjà parlé, est un véritable manifeste. Hein. Et sa fille, Perrine Ronsin, alors je ne sais pas si... La fille de Perrine, oui, c'est... Bon, je ne vous avais pas reconnu avec le masque. Donc, voilà, nous avons la petite fille d'Eugène Morel dans la salle. Voilà. Et Perrine Ronsin a aussi témoigné dans ce livre. Elle se souvenait parfaitement de ce... Elle était petite fille, hein, quand la bibliothèque a été inaugurée. Et elle se souvenait très bien du discours de son père. Donc, je vais vous le lire. Il est un peu long, mais il est juste... voilà, ça montre bien l'esprit de l'époque. Enfants, l'Amérique s'unit à la France pour vous offrir les nuits d'Arabie, les vieilles chansons de France, l'Antiquité, la Chine, le Moyen-Âge et ses tournois, la jungle hindoue, les forêts de l'Afrique, le ciel où il y a les anges, les étoiles, les aéroplanes, toute la mécanique avec le mécano et les joujoux des grands, l'antenne avec laquelle on entend sans voir, le film avec lequel on voit sans entendre, la voiture aux chevaux imaginaires.
Je saute une partie. Pourquoi, dans quel espoir cette librairie d'enfants? Parce que nous pensons que la bibliothèque libre, la bibliothèque de tous, est l'organe essentiel de la cité moderne. Parce qu'elle est l'œuvre post-scolaire par excellence, celle qui doit nous accompagner toute la vie. À quoi bon apprendre si tu cesses d'apprendre? À quoi bon savoir lire si tu n'as rien à lire? Nous attendons deux choses de la librairie d'enfants. L'une, d'instruire l'enfant, l'autre, plus importante, instruire les grands, ceux-là qui n'y entreront pas. Beaucoup qui méprisaient, finalement s'y sont intéressés. Et voyant que cela prenait, nous avons dit aux enfants, marchez devant, montrez-leur la bibliothèque nouvelle, la bibliothèque avec des fleurs, avec de belles images et même des histoires qu'on raconte. Expliquez à ces vieux qui ne veulent pas comprendre, vous, ils vous écouteront et ne leur dites même pas que c'est une bibliothèque. À ce mot, les noix s'allongent, dites, c'est l'heure joyeuse. Voilà. Hein, donc je trouve que quand même le discours garde toute sa saveur. Alors, donc, ces trois premières bibliothèques étaient en fait à peine plus âgées que certains de leurs lecteurs. Hein. Claire Huchet avait 25 ans, Marie Bruni et Mathilde Rich avaient une vingtaine d'années. Hein. Voilà. Et elles ont inventé le métier que j'ai eu la chance d'exercer pendant un paquet d'années, celui de bibliothécaire pour enfants. Voilà. Donc Claire Huchet, en fait, elle avait commencé après le bac, peut-être que ça s'appelait pas le bac. Enfin bref, après le lycée, elle était partie aux États-Unis, elle avait fait un stage dans un tribunal pour enfants, si j'ai bien compris, à San Francisco. Elle avait écouté des histoires, enfin bref, elle était parfaitement bilingue et elle était devenue secrétaire de Mrs. Griffiths. Et du coup, elle a été embauchée pour la préfiguration de l'heure joyeuse. Elle a été étudier le métier de bibliothécaire jeunesse à Croydon, en Angleterre. Voilà. Elle est partie en 1929 pour les États-Unis quand elle s'est mariée. Aux États-Unis, elle a été conférencière, elle a travaillé aussi à la New York Public Library à un moment, et elle a publié beaucoup de livres, dont en particulier Les 5 frères chinois, qui est aussi connu aux États-Unis que Le petit chaperon rouge chez nous, et très controversé, mais ça c'est une autre histoire. Marguerite Bruni, qui était la nièce d'Eugène Morel et qui a été formée à l'école des bibliothécaires créée par le CARD, voilà, et qui va reprendre la direction de l'heure joyeuse en 1929. Elle était excellente formatrice. Elle a formé énormément de futurs bibliothécaires pour la jeunesse et puis elle était aussi conteuse et donc elle a publié cet ouvrage bien après sa retraite. Elle a donc travaillé jusqu'en 68, elle a pris sa retraite en 68. Mathilde Le Riche, voilà, que vous voyez là, elle, au départ, se destinait peut-être plutôt à l'enseignement, mais finalement, elle est venue travailler là. Elle a suivi la formation aussi du CARD. Elle était excellente conteuse. Elle a aussi beaucoup travaillé comme directrice de collection. Elle a beaucoup travaillé dans l'édition. Elle a écrit des albums. Elle a écrit aussi beaucoup d'essais sur la littérature de jeunesse. Et elle a travaillé donc jusqu'à sa retraite en 1965. Voilà. Donc là, on voit en fait l'intérieur, rue Boutebris, et voilà, le slogan c'est More Homes than a School. L'idée c'était vraiment que on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, qu'en gros, il faut que ça soit un lieu agréable, attrayant. Il y avait des fleurs sur les tables, et dans le règlement de l'heure joyeuse de Bruxelles, ces fleurs, elles étaient dans le règlement. Voilà. Et voilà. Alors, ce n'était pas spécifique à l'heure joyeuse, puisqu'on a vu qu'à Fessard aussi, il y avait des fleurs, donc c'est pour le moment le côté américain de l'époque des bibliothèques américaines. Et effectivement, les journalistes s'extasiaient. On est loin de la description qu'avait faite Eugène Morel, vous vous souvenez, des ouvrages crasseux, etc. Voilà. Alors, voilà, l'idée c'était que, je cite Henri Lemaitre, la bibliothèque pour enfants est un lieu où les enfants doivent se sentir chez eux. Voilà. Alors, voilà, vous voyez, ce que vous pouvez remarquer aussi, c'est que c'est mixte, et ça, il n'y a aucune autre institution en France à l'époque qui est mixte. Les écoles
sont séparés, les centres de loisirs, enfin tout ce que vous voulez, voilà. Et ça avait choqué une directrice d'école qui avait demandé qu'un mur soit construit au milieu. Elle n'avait pas explicité non plus comment on allait choisir les livres d'un côté ou de l'autre, mais enfin bon, voilà, ça n'avait pas été mis à exécution. Et c'était aussi, enfin dans les témoignages que j'ai reçus toutes ces années, à certains des adultes qui étaient venus enfants me disaient avoir parfaitement eu conscience qu'ils fréquentaient là des enfants de classe sociale qu'ils n'avaient aucune chance de rencontrer puisqu'ils ne fréquentaient pas forcément les mêmes écoles privées, écoles publiques, voilà. Donc c'était aussi vraiment un lieu de mixité sociale. En revanche, on inscrivait à partir de 6-7 ans, il fallait savoir lire pour être admis. Voilà la cour, hein. Donc on pouvait lire quand il faisait beau. Voilà. Et donc on voit là des enfants, et les enfants signaient un engagement quand ils s'inscrivaient. Et ils étaient formés aussi à l'utilisation des fichiers, ils étaient formés à ranger les livres, à les retrouver, de façon à être des lecteurs autonomes. Et ensuite seulement, quand ils pouvaient montrer qu'ils savaient se servir de la bibliothèque, ils avaient droit à les emprunter à domicile. Donc le serment, c'était en écrivant mon nom dans ce livre, donc le livre d'inscription, je deviens membre de l'Heure Joyeuse et promets de prendre soin des livres, d'aider les bibliothécaires à rendre notre bibliothèque agréable et utile à tous. Voilà. Alors, ça c'est le côté quand même américain que je vous ai un peu raconté, mais il y a vraiment une spécificité vraiment française qui est liée aux questions d'éducation nouvelle. Les 3 bibliothécaires étaient adhérentes à un mouvement, la Nouvelle Éducation, de Roger Cousinet. Donc c'est les méthodes actives, on connaît Freinet, Montessori, etc. Donc l'idée c'est vraiment l'épanouissement de l'enfant, l'autonomie de l'enfant, voilà. Et du coup, ça c'est vraiment l'apport, leur apport. Donc l'enfant il doit être actif. Et on va former des aides bibliothécaires. Les enfants vont aider au fonctionnement de la bibliothèque. Il y allait aussi quelque part de la survie de la bibliothèque, parce qu'au début, c'était pas si évident. Elles ont eu beaucoup de problèmes. Déjà le fait que c'était mixte, tout ça, qu'il y avait les filles, il y avait les bandes de garçons qui attendaient à la sortie. Au début, elles ont même dû appeler la police, parce que tellement il y avait des bagarres, des ceci, cela. Et elles se sont dit qu'elles n'allaient pas continuer comme ça. Donc elles ont réuni une assemblée générale. Il y avait beaucoup d'adolescents à l'époque, ça allait jusqu'à 17 ans. Et il y avait beaucoup de grands, beaucoup plus que quelque part on en a aujourd'hui dans nos bibliothèques. Et dans l'assemblée générale ont été élus un garçon chef, une fille aussi, et ils étaient chargés du coup de la discipline. Voilà. Et ils faisaient d'eux-mêmes, il y avait des assemblées générales tous les mois, il y avait des votes réguliers, les chefs étaient renouvelés très, très fréquemment, et il y a les comptes rendus dans les archives de l'Heure Joyeuse, et c'est plutôt marrant. Il y en a, ils mettent trouvez-vous normal que les livres aillent se promener dans la fontaine Saint-Michel? Voilà, il faudrait qu'il y ait que les grands et les petits, qu'il y ait moins de bruit, que ceci, cela. À mon avis, ils sont encore plus sévères que les bibliothécaires, comme ça. Voilà. Mais à partir de ce moment-là, je dirais, c'était un moyen intelligent pour que les jeunes s'approprient une institution qui était quand même complètement nouvelle à l'époque. C'est vraiment ça qu'il faut imaginer. Et je pense que même actuellement, tout bibliothécaire qui ouvre une bibliothèque dans un quartier un peu compliqué se retrouve à devoir essayer de trouver des stratégies de ce type pour que les enfants considèrent que c'est bien leur bibliothèque. Sinon, il peut y avoir des gros soucis. Voilà. Je parle d'expérience. Alors, voilà. Et du coup, c'est marrant parce qu'il y a quelqu'un qui devait venir aujourd'hui et qui n'est pas pu venir et qui m'a envoyé un article de journal que je ne connaissais pas, de combat de 1952. Et dedans, il y a écrit « L'Heure Joyeuse n'est pas seulement une conserve de livres, c'est avant tout un foyer intellectuel ». Et j'ai trouvé ça très bien.
Voilà. Donc en fait, les jeunes vont aussi participer et être engagés dans de l'action culturelle. Ils vont rédiger le journal de la bibliothèque. Ça ne va pas être tout le temps, toutes les années de l'heure joyeuse, mais quand même, ça va s'appeler l'heure joyeuse, puis le rat joyeux. Jean Anouilh, qui a été lecteur de l'heure joyeuse, signe un texte qui est très marrant. Il a 16 ans à l'époque, c'est en 1926, et ça s'appelle Coq à l'âne, dédié aux gens raisonnables, et il conclut, c'est très marrant, il conclut: ne dites surtout pas que c'est moi qui écris ces lignes, car je me ferai tant d'ennemis parmi les barbiches et les vieux messieurs décorés que je risquerais de compromettre mon avenir. Voilà. Il va d'ailleurs aussi, donc on voit, il y a des fêtes folkloriques, il y a l'heure du conte, mais il y a aussi l'heure de la chanson, et il y a aussi des représentations théâtrales. Donc Jean Anouilh d'ailleurs va composer une activité en 1929. Il a quitté la bibliothèque où il est en train de la quitter, et on a le manuscrit aussi dans les archives. Et là vous voyez que Charles Aznavour, donc je pense que vous le reconnaissez. En fait, à l'époque, il était à l'école du spectacle dans le 5e, qui est toujours dans le 5e d'ailleurs, je ne sais plus quelle rue, vous savez sûrement pas. Voilà. Et donc, il venait à la bibliothèque. Voilà. Mais bon, si on est tout à fait honnête, il se trouve que quand on a publié ce livre, pour demander l'autorisation de reproduire la photo, il se trouve que Charles Aznavour m'a téléphoné, que je croyais que c'était un canular, mais non. Et en fait, pour être tout à fait franche, il ne se souvenait pas bien de ces années-là, il ne se souvenait même pas du tout. Voilà. Mais bon, d'autres se souviennent. Pardon. Par exemple, quelqu'un qui est ici dans la salle, qui a joué dans cette pièce en 67. Voilà. Enfin bon, il y a eu énormément. Le théâtre manifestement était un bon moyen aussi de permettre à des enfants qui s'intéressaient peut-être pas spécialement au théâtre, à la littérature, mais de participer, de faire les décors, d'être aussi dans le mouvement. Voilà. Alors. Jean-Claude Garetta, qui a été longtemps directeur de la bibliothèque de l'Arsenal, avait fait un arbre généalogique, et Marguerite Claugny disait toujours que quand elle avait vu cet arbre généalogique, elle lui avait dit qu'il faudrait qu'il devienne archiviste. C'est ce qu'il est devenu. Voilà. Et des conférences. Rose Lévin, que j'ai eu au téléphone avant-hier, qui ne pouvait pas venir, est venue nous confier. Elle avait fait tout un travail, une exposition sur l'Aiglon, parce qu'en fait, les jeunes faisaient des expositions eux-mêmes, qui étaient accrochées au mur, et avait fait inviter André Castelot. Voilà. Donc la bibliothèque, elle est ouverte sur le monde extérieur. Là, on a parlé d'André Castelot, mais il y avait des professeurs de la Sorbonne. Je ne sais plus quel professeur était venu donner des informations sur le Moyen-Âge, quand il y avait eu une pièce de théâtre sur le Moyen-Âge, pour que les décors ressemblent à quelque chose de cohérent, etc. Et puis juste aussi pour les enfants, voilà. Et on voit là, on revient juste avant même l'ouverture de la bibliothèque. En 1923, les bibliothécaires vont raconter au parc Montsouris, dans différents parcs et dans les mairies. Et ça, aujourd'hui, il y a des bibliothécaires dans la salle, bibliothèque hors les murs, voilà, existe déjà en 1923. Voilà. Donc l'importance du conte, on voit Claire Huchet qui raconte à l'American Library in Paris, en 1923. Et pour ceux que ça intéresse, je vous ai mis la reproduction des cahiers de littérature orale, le numéro 86, et sur l'heure du conte, et est partie des fiches, parce qu'en fait, elle notait sur des petites fiches, elle faisait le bilan de toutes les heures du conte le jeudi, donc il y en a de 1924 à 65, etc. Voilà, tel jour on a raconté ce conte devant les petites orphelines de l'orphelinat d'à côté, là elles ont pleuré, là elles ont détesté, là elles ont chahuté, et il y a plein de choses, et c'est un numéro très intéressant qui est en ligne, donc si vous tapez même heure du conte, cahier de littérature orale, vous tombez dessus. Hop, voilà. Les livres, donc c'est une collection de qualité. Faut quand même se rendre compte qu'il y avait peu de parutions et que les bibliothécaires
bibliothécaire considérait que la plupart des livres qui paraissaient n'étaient pas forcément de très bonne qualité, et elle lisait tout. Et on a aussi des fiches de tout leur compte rendu. Par exemple, elles estimaient qu'il n'y avait pas beaucoup de livres pour les enfants qui apprenaient à lire. Pierre Lapin, Béatrix Potter venait de paraître, était paru, n'était pas encore en français, donc elles ont fait ce qu'on doit peut-être pas faire, mais bon, elles ont découpé le bouquin et elles ont écrit, alors d'une écriture compréhensible par des enfants qui font l'apprentissage de la lecture. Voilà. Et puis, il y avait aussi de beaux livres, hein, des livres chers, des livres que voilà, les gens, tout un chacun ne peut pas forcément se permettre d'acquérir. Elles se sont débrouillées aussi pour que des achats ou des dons, par exemple, vous voyez les Jules Verne, hein, parce qu'elles estimaient que les enfants devaient accéder aussi à leur propre patrimoine. Et on a les Tom Tite et les Jules Verne, je les ai mis parce que moi j'ai eu plein de témoignages d'anciens lecteurs qui racontaient comment ils les lisaient à côté du bureau de presse. C'était quand même des livres précieux, donc ils n'étaient pas prêtés à la maison, mais ils pouvaient sans problème les lire, les toucher. Alors je pense que quand c'était acheté dans les familles, c'était peut-être pas laissé à disposition comme ça des enfants. Voilà. Alors, une ouverture de monde éditorial, juste pour mémoire, je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler de Pierre Belvès. Ça a été un illustrateur très important qui a publié je ne sais plus combien de bouquins au Père Castor, et en fait il venait à la bibliothèque à 14, 16 ans, etc. Il avait été repéré parce que vous pouvez voir les affiches pour l'heure du conte. Enfin, voilà, il avait déjà il était déjà assez bon en dessin. Les bibliothécaires l'ont présenté à Paul Fauché, qui du coup l'a intégré à l'école Père Castor, et ensuite il a fait une bonne partie de sa carrière là. Et juste pour mémoire, donc il y a une plaque en l'honneur de Paul Fauché, qui était aussi dans le 5e, qui vient d'être apposée à rue Gay-Lussac à son domicile. Voilà. Et j'ai mis aussi l'histoire de Babar, parce que Jean Brunoff était un ami des bibliothécaires, hein, et venu présenter son histoire de Babar, et Marguerite Gruny, donc vous voyez le format d'origine, hein, il est grand. Et Marguerite Gruny avait dit: ah non, c'est trop grand, hein, c'est trop grand, les enfants, c'est trop grand pour des petits-enfants, ça ne va pas du tout. Vous devriez, ce qui est bien, c'est plutôt Pierre Lapin, vous connaissez le petit format, hein, d'origine, ça c'est plus adapté aux enfants. Et du coup, elle m'avait raconté que Jean Brunoff était revenu avec le Babar en tout petit, et que ça fonctionnait évidemment pas du tout, ce qu'avait bien voulu reconnaître Marguerite Gruny. Voilà. Charles Wildrac aussi était un grand ami de L'Heure Joyeuse, hein. L'Île Rose, hein, a été écrit en 1924, c'est un livre important, et il a écrit La Colonie à la demande des lecteurs de L'Heure Joyeuse qui voulaient une suite. Et il y a une carte postale où il dit: oh, je suis vraiment désolé, j'ai mis beaucoup de temps, je suis en retard, mais je vais vous faire la suite. Voilà. Donc les bibliothécaires ont aussi été des critiques, elles ont fait beaucoup, hein, pour que le livre pour enfants entre guillemets s'améliore, hein, elles ont donc participé avec Michel Brolier à la création du prix jeunesse. C'était un prix sur manuscrit. L'idée, c'était vraiment de favoriser l'arrivée de nouveaux talents, de nouveaux écrivains qui écrivent des choses un peu contemporaines, qui concernent vraiment les enfants de l'époque. Voilà. Et sinon, vous voyez Beaux livres, belles histoires, qui a eu plusieurs éditions, comme beaucoup des bibliothécaires, des écoles, enfin plein de personnes écrivaient à L'Heure Joyeuse pour avoir des listes de livres pour les enfants de tel âge à tel âge, de ceci, cela. Pardon. Elles ont fini par publier donc une sélection. Hein, voilà. Donc, voilà. Alors la Seconde Guerre mondiale, j'ai mis cette photo parce que bon, les années noires, mais L'Heure Joyeuse donc ferme pendant 1 an et a très peur d'ailleurs de ne pas pouvoir rouvrir. Mais les bibliothécaires, enfin vraiment Marguerite Gruny, Mathilde Leriche, comment dire, après, à la réouverture et après la guerre surtout, elles m'ont toujours dit: ça n'est plus comme avant, parce qu'une bonne partie des lecteurs étaient des enfants juifs de milieux extrêmement pauvres et beaucoup sont morts en déportation. Et la petite Pessia qui est là, en fait, a été insolente avec un policier, elle a été arrêtée, elle n'est jamais revenue. Donc c'est pour ça que j'ai mis cette photo.
Et puis, vous avez un ancien lecteur de l'Heure Joyeuse, Maurice Kling, qui lui a été arrêté, il avait 14 ans, il a été déporté à Auschwitz, il est revenu, il a écrit, et son livre vient de reparaître, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il est souvent venu à l'Heure Joyeuse nous voir et nous raconter. Voilà. Et Jacqueline Dreyfus-Weil aussi, qui a été formée à l'Heure Joyeuse, qui après a dirigé la section jeunesse de la bibliothèque Fessard, en fait a été arrêtée à la fois comme résistante et déportée comme juive et morte à Auschwitz. Voilà. Lors du centenaire, il y aura des choses autour de son existence, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement remarquable. Voilà. Alors, on va finir sur un peu un clin d'œil, parce qu'en fait, ces bonheurs d'un livre et les malheurs d'un livre ont été réalisés à la fin de la guerre. Et Mathilde Lorich m'avait raconté en fait cette anecdote, Marc-Denis aussi. En fait, c'était plutôt au début, des officiels étaient venus qui avaient dit mais attendez, il est où le portrait du maréchal Pétain? Et elles avaient dit je sais pas, on ne l'a pas livré, je sais pas trop. Donc on leur fait livrer, elles ne l'accrocheront jamais. Et en fait, elles utiliseront le cadre pour les bonheurs d'un livre. Donc elles diront les malheurs d'un maréchal ont fait les bonheurs d'un livre. C'est une citation orale de Mathilde Lorich. Voilà. Alors pour retrouver plein de choses sur ce que je vous ai dit, il y a le catalogue qui a été numérisé, il est dans Gallica, voilà, et pour lequel j'ai pas cité Françoise Lévesque, qui était responsable et qui a travaillé aussi longtemps que moi à l'Heure Joyeuse, qui était responsable du fonds patrimonial et qui a beaucoup travaillé pour ce livre Mon ami, qui a fait l'objet d'une très belle exposition. À la et à la mairie du 5e, tout à fait. Ah oui, tout à fait, j'avais complètement oublié. C'était assez extraordinaire parce qu'on nous avait dit que sur la période 14-54, les chercheurs à l'époque ne s'intéressaient pas à ça. Et ils disaient, il n'y a rien. Il y a Albert Castor et Babar. Et on a exposé je ne sais pas combien d'ouvrages. Et actuellement, les chercheurs travaillent énormément sur toutes ces années-là, qui sont d'une richesse évidemment incroyable. Voilà. Alors, j'ai pas tout à fait perdu le fil, mais voilà. Donc oui, je vous ai dit qu'on arrive à la fin. Donc l'Heure Joyeuse, il n'y a pas que à Paris, il y a aussi des Heures Joyeuses dans plein d'endroits en France. Mais celles-là n'ont pas de lien institutionnel, mais simplement l'Heure Joyeuse finalement a été reconnue comme un label, une espèce de label. Donc l'Heure Joyeuse, par exemple, a ouvert à Versailles en 1935. Antoinette Comte était une amie de Marguerite Bruni. Au départ, c'est une bibliothèque associative qui va rester associative d'ailleurs jusqu'aux années 60, avant de devenir municipale. Et je vous ai mis à gauche ces malles qui ont été envoyés pendant la Seconde Guerre mondiale, mais qui sont arrivés après, par une école américaine à l'Heure Joyeuse de Versailles, et Books Not Bullets quand même. Je trouve que c'est quand même quelque chose d'incroyable. Et l'Heure Joyeuse de Versailles a publié cet ouvrage qui est disponible, Lecture d'enfance, qui retrace toute l'histoire de la bibliothèque et qui est absolument passionnant. Voilà. Donc je vais citer quelques exemples. L'Heure Joyeuse de Châtellerault en 1943, l'Heure Joyeuse de Montluçon en 1947, mais il y a Toulouse, il y a, Tours, il y en a plein, qui après ne garderont peut-être pas toujours le nom d'Heure Joyeuse. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai expliqué, vous avez l'Heure Joyeuse de 1974, et dans le 10e arrondissement, donc le fonds patrimonial qui a dû quitter la bibliothèque au moment de menace de crue centenale. Voilà. Donc en 1974, c'est sur un terrain vague en fait qu'est construit un bâtiment neuf qui abrite donc une crèche, les étages du dessus, et la bibliothèque est en sous-sol, rez-de-chaussée et premier étage. Et là, c'est nouveau, il y a une salle d'album parce qu'on commence à accueillir les enfants, d'abord à partir de 3 ans, et puis les bébés. Il faut être né
aller en bibliothèque, hein, c'est la seule condition. Et en plus, il y a une crèche au-dessus, vous voyez. Voilà, il y a donc aussi une discothèque, hein, c'est quand même assez nouveau à l'époque. Et puis, le fonds patrimonial qui devient, enfin, à l'époque, on disait fonds ancien, mais voilà, il est reconnu officiellement avec un budget pour acheter des livres anciens, etc. C'est donc, et qui deviendra donc le fonds patrimonial, où on a juste changé le nom, mais c'est la même base, celle qui avait pour cœur la collection réunie par les 3 premières bibliothécaires, comme je vous l'ai dit. Voilà, on a fêté les 70 ans, et là, on avait demandé donc à des illustrateurs de faire des cartes postales sur leurs souvenirs d'enfance, et puis il y avait Claude Roy quand même, qui a aussi été lecteur de L'Heure Joyeuse, Jacqueline Duhem, illustratrice, etc. Et là, on voit François. Voilà. Donc en 2019, hein, L'Heure Joyeuse a été rénovée. Hein, donc voilà, je vous montre les photos, hein, il faut aller voir, c'est très beau. Alors, 2015, donc, il y a la prison Saint-Lazare hein, qui va être rénovée et devenir la médiathèque Françoise Sagan. Et un des points forts, c'est ce fonds patrimonial qui est intégré. Et donc là, vous pouvez consulter les ouvrages donc, du XVIe siècle à nos jours, 100 000 ouvrages, donc, pour le coup, qui ne sont pas en prêt, hein, qui sont en consultation sur place, et puis les archives de L'Heure Joyeuse, d'où j'ai tiré tous les renseignements. Et donc ça, c'est la salle de consultation du fonds patrimonial, et il y a donc des expositions régulièrement, des expositions avec les dessins originaux qui sont abrités dedans, les collections et tout ça. Je vous ai mis un petit papier avec l'adresse et les renseignements. Et puis voilà, et je termine, puisque bientôt 100 ans, donc en 2022, vous êtes cordialement invités le jeudi 17 novembre à 19h, allez, enfin à confirmer, à la bibliothèque Fessard, et en 2024, on fêtera les 100 ans de L'Heure Joyeuse, et j'espère qu'on chantera l'hymne de L'Heure Joyeuse sur un choral de Bach, et donc les paroles avaient été composées par un lecteur qui s'appelle Francis Chenot, je ne sais plus si c'est 29 ou 32, enfin voilà. Voilà, je vous remercie de votre attention, et juste, si vous avez vous-même des témoignages, il y a mon mail, et puis, si vous voulez être tenu au courant de ce qui va être fait pour l'anniversaire à Fessard et à L'Heure Joyeuse, voilà, ben, laissez-moi vos coordonnées sur, j'ai des bouts de papier ici. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Oui, on va passer aux questions. Je vous remercie parce que vous avez montré que les bibliothèques pour enfants ne sont pas que des accumulations de livres sur des rayonnages, mais que c'est tout autre chose, qu'il y a une vraie vie intellectuelle, si je puis dire, autour de ces bibliothèques, une vraie pédagogie. Donc je trouve ça tout à fait passionnant. Donc nous vous remercions chaleureusement. C'est moi qui vous remercie. Et si vous avez des questions à propos de ces bibliothèques, alors celles plus particulières de notre quartier, mais également de toutes les heures joyeuses qui se sont multipliées en France également. Alors je vais juste quand même saluer la présence de Geneviève Pat ici, qui a créé la joie par les livres en 65, qui va devenir le nouveau modèle après L'Heure Joyeuse, et qui avait été stagiaire à L'Heure Joyeuse. Voilà. Je peux dire que ça fait beaucoup de temps. Je parlais des bibliothèques. Pardon. Excusez-moi. Je suis beaucoup d'enfants pour parler dans les bibliothèques pour enfants. Si, mais plus près. Ah oui, c'est pas voilà. Et toujours, je commence par rendre hommage à L'Heure Joyeuse. Et je dis toujours que tout ce que j'ai appris, c'est à L'Heure Joyeuse. Et que L'Heure Joyeuse est toujours moderne. Voilà. Ce principe est remarquable. Et je crois que c'est unique dans le monde. Une bibliothèque, par exemple, avec des enfants qui prennent des responsabilités, ces animations, etc. Aujourd'hui, c'était en relation avec la Norvège, une bibliothèque très bien, mais ils ont été formés chez nous, et nous avons été formés par L'Heure Joyeuse. Voilà. Oui.
Ah non. On reçoit des fonds de qui pour acheter les livres. Non, comme je... Le centre, comment organisationnellement, qu'est-ce que vous nous dire? C'est très simple. La condition du don, c'était que la bibliothèque devienne une bibliothèque municipale. Donc on est une bibliothèque, comme vous avez la bibliothèque Mouffetard, la bibliothèque depuis le départ. Et ça a beaucoup simplifié quand même la vie des bibliothécaires, parce que voilà, c'était un budget municipal, enfin tout à fait classique, donc elles n'avaient pas besoin de se battre sur ce plan-là, sur le plan institutionnel. En revanche, je ne l'ai pas dit, mais elles ont eu beaucoup de difficultés. Avant que ça déménage rue des Prés de Saint-Séverin, en fait, leur joyeuse rue Boudebris était devenue vraiment beaucoup trop petite. Et elles auraient voulu avoir les étages du dessus qui se libéraient. Et là, pour le coup, elles n'ont pas eu l'appui de la municipalité de l'époque, malheureusement. Voilà. Mais sinon, non, un fonctionnement vraiment administrativement simple. Moi, je voulais vous demander comment est fait le choix des livres. Est-ce qu'il y a un comité de lecture? Comment vous choisissez les livres qui vont à la bibliothèque? Sur la couverture, non. Disons que actuellement, on ne peut plus lire tous les livres. Actuellement, la production pour enfants en 2018, c'était à peu près, je ne pense pas que ça ait baissé, de 18 000 ouvrages pour la jeunesse parus chaque année. Donc vous imaginez. En France? Enfants uniquement. Donc à l'époque, je vais dire une bêtise, Françoise, environ 400, non? Oui. À peu près. 400 en 1924. Donc vous voyez quand même la différence. Donc à l'époque, elles lisaient tout et elles analysaient, et surtout elles avaient défini des critères de choix précis. Voilà. Donc avec les années, quand moi j'ai commencé dans les années 79, à l'époque il y avait 7000 livres à peu près, et il y avait donc des comités de lecture qui étaient mis en place surtout depuis les années 70, parce qu'effectivement on ne pouvait plus lire tout seul tout. Donc à nous tous on y arrivait. Donc des comités de lecture, et puis il y a des revues professionnelles qui paraissent, qui donnent des indications. Ce dont on peut se plaindre, c'est que la presse générale parle des livres pour enfants, en gros, au moment de Noël. Et ça, moi, je ne comprends toujours pas, et c'est vraiment un problème. Mais bon, sinon, oui, il y a des comités de lecture, il y a des organisations qui peuvent être différentes, suivant que vous êtes une petite bibliothèque dans un village, ou que vous êtes à la ville de Paris, où il y a un service central qui aide au choix des livres, même si chaque bibliothèque choisit ce qu'elle estime être bon pour ses propres lecteurs. On n'achète pas forcément les mêmes livres à leur joyeuse aujourd'hui, à Sagan, à Mouffetard, etc. Même si, évidemment, sur les bons livres, ils sont partout. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui. On les achète, on ne nous les donne pas. Souvent, les gens pensent que les bibliothèques, on leur donne les livres. Non. On les achète, ça fait marcher le commerce et l'édition quand même. J'entends pas. Le budget annuel. Alors là, je serais incapable de vous répondre de mémoire. Voilà. Alors dans les archives, on a les budgets. On sait exactement combien coûte la bibliothèque, et il va y avoir des combats assez difficiles. Par exemple, au moment où Claire Huchet s'en va en 1929, ça marche, oui. En fait, ils hésitent à la remplacer, et puis finalement, elles ne seront plus que deux, et à ce moment-là, elles bataillent pour tout, y compris les heures du ménage. Enfin voilà, on a des budgets très précis. Après, dans toutes les bibliothèques aujourd'hui, là je suis à la retraite depuis 1 an, je me souviens absolument plus des budgets, mais voilà. S'il vous plaît, madame, la bibliothèque L'Or Joyeuse a été en 1974, vous avez parlé de cette date-là, ça correspond à la naissance de mon fils aîné. Or, je trouve qu'à partir de cette date-là, vous savez qu'il y a eu des problèmes de lecture, d'enfants qui lisaient moins bien. Est-ce que vous vous étiez aperçu que vous aviez un grand rôle, forcément, quand vous aviez vos petits lecteurs, et est-ce que vous avez vu
par moment des enfants ayant des difficultés de lecture qui ont pu justement se récupérer grâce à vous? Je ne peux pas répondre personnellement, c'est une question un peu compliquée. Comment dire, qu'est-ce que vous entendez par des difficultés de lecture? Est-ce que c'est le fait, on se plaint toujours que les enfants lisent moins, mais en fait on se plaignait déjà, Claire Huchet disait déjà à l'époque qu'ils avaient trop de devoirs, ça empêchait de lire. Donc moi je ne suis pas si sûre que ça, je pense que les enfants, moi je ne crois pas du tout à ça. Les enfants, il y a beaucoup d'enfants qui lisent beaucoup, et il y a eu des études par des sociologues, des mesures, etc. Et alors effectivement à l'adolescence il y a un peu des fois un problème, mais c'est pour d'autres raisons aussi. Et puis bon, après il y a les temps d'écran, mais enfin voilà, toutes les époques, tout le monde a toujours dit que les enfants lisaient moins. Alors je sais pas, pour l'instant, moi j'ai pas l'impression, moi je l'ai jamais constaté. Après j'espère bien que les bibliothèques ont aidé des enfants. On a des témoignages bien entendu, on connaît tous des gens qui sont venus nous dire heureusement vous étiez là, mais bon la plupart des gens, nous on n'est pas, à l'école, j'imagine qu'un enseignant, il peut mesurer des progrès entre septembre et juin. Nous, non. Les gens viennent, ils ne sont pas obligés, on ne surveille pas leur lecture, encore heureux. Et puis voilà. Mais moi, sincèrement, je pense que les bibliothèques se sont multipliées. Je pense que ça a quand même facilité les choses pour qu'au moins donner leur chance aux enfants. J'ai oublié de dire un truc quand même, que dès 1924, les bibliothèques travaillaient avec les écoles du quartier. Certains enseignants étaient tout à fait défavorables parce qu'en fait, les enfants venaient au lieu de l'étude et du coup, comme eux, ils étaient payés, c'est eux qui étaient payés, du coup, ils y voyaient une concurrence financière. Mais en fait, Claire Huchet met dans un de ses cahiers, de toute façon, je ne suis pas très inquiète, à un moment, ils auront besoin de nous. Et effectivement, les bibliothèques travaillent toujours avec les écoles, mais ça a commencé dès le départ, parce que c'est une bonne façon aussi de faire connaître à des enfants qui n'auraient pas forcément l'idée de franchir le seuil. C'est un lieu intimidant quand même, une bibliothèque. Alors ce que j'ai trouvé, c'est que c'était formidable l'essor de ces bibliothèques, et donc vous avez eu un très très grand rôle. Ce qui m'a frappé, c'est que ça vient des Américains, mais vous avez dit que les Français avaient eu une grande part et ça s'était mis au goût français. Parce que moi, ça me choque presque que ce soit les Américains qui aient eu l'idée, alors que je sais qu'il y a de très grands pédagogues en France. Donc vous m'avez appris quelque chose. Il y avait je crois qu'il y a un monsieur qui voulait... attendez, il y a le micro qui arrive. Je souhaitais poser le problème de la bande dessinée. La bande dessinée existait au moment de la création de la bibliothèque. Alors François, moi, il y avait des Cassines. Non. Dès le début dans la bibliothèque. Alors là... Également le problème de Tintin. À partir de quand Tintin est entré dans la bibliothèque d'autres de bande dessinée. Alors là, on va entrer dans un débat qui pourrait être un peu long, parce que, il se trouve que là, Mathilde Leriche en particulier était très défavorable aux journaux, il y avait beaucoup de journaux illustrés, et aux bandes dessinées de l'époque, qu'elle trouvait vulgaires, pas intéressantes pour les enfants, etc. Mais elle n'était pas toute seule, c'était un peu une position des pédagogues, pour le coup contre l'invasion des comics américains. Mickey, c'est 1934, voilà. Et donc une espèce de... il y a à la fois des auteurs, les éditeurs, il y a une espèce à la fois de mix, de protectionnisme, les éducateurs aussi qui sont plutôt pas favorables, et c'est ce qui va aboutir en fait à la loi de 49. Voilà. Mais sincèrement, depuis quand même, les bibliothèques après ont effectivement rattrapé. Mais ceci explique, mais vous avez tout à fait raison, du coup les bibliothécaires de l'heure joyeuse ont pratiquement pas, elles aimaient bien Christophe, comment il s'appelle, le sapeur camembert, tout ça oui, voilà, mais pas après. Donc on n'en a pas au fonds patrimonial par exemple. Et qu'on en a acheté, effectivement. On en a acheté après, mais on n'en a pas au fonds patrimonial parce qu'elles ne les ont pas achetées à l'époque, elles étaient contre.
Voilà. Alors après, effectivement, les bibliothèques, après les années 70, ont acheté des bandes dessinées. Bon, je crois que ça marche plus. Moi, je voudrais savoir comment sont constitués les comités de lecture. En fait, il n'y a pas de règle. Je pense que ça peut être vraiment chaque municipalité ou chaque... Ah ben, Soisy, tu peux répondre. De bibliothécaires. Ouais. Ouais. C'est une concertation, si vous voulez, on se concerte, voilà. Mais il peut y avoir d'autres, il y a des comités de lecture dans des revues professionnelles, il peut y avoir, des comités de lecture pour d'autres mixtes, avec par exemple des personnels petite enfance et avec des bibliothécaires pour des choix de livres pour les petits. Enfin, il n'y a pas de règles, ça dépend des besoins. Pour les choix de livres, c'est les bibliothécaires qui choisissent. Ouais. Là, je vais parler. Voilà, il y a des institutions. Mais choisir des livres, on ne peut pas traiter ça en 3 secondes 12. Hein. Enfin, c'est comme choisir des livres pour adultes, c'est pas différent. Voilà. C'est aussi compliqué. C'est plus compliqué. L'intérêt de ces comités de lecture, c'est que c'est animé par des bibliothécaires qui sont en contact permanent avec les enfants. Ouais. Ça va beaucoup. C'est très précieux. Ouais. Comme effectivement les Américains sont un peu les fondateurs, je voulais savoir est-ce qu'il y a eu des fonds étrangers? C'est que par exemple, à partir de quel âge on estime qu'un enfant peut déjà... alors à l'époque, au départ, et puis maintenant, je ne sais pas jusqu'à quel âge la bibliothèque reçoit des jeunes, jusqu'à quel âge, et est-ce qu'il y a des fonds étrangers aussi maintenant? Et à l'époque, qu'est-ce qui se passait? Parce que les livres sont arrivés à l'origine, c'était des livres en français qui étaient envoyés. Et les bibliothécaires, elles parlaient... Parce que c'est américain à l'origine, donc je me demande... Oui, mais les 2000 livres, elles ont donné l'argent pour acheter 2000 livres en français. C'est logique, hein, quand même. Ça aurait été un peu pas pratique. Mais il y a eu des dons de livres en anglais, et c'est vrai que en tout cas, l'Heure Joyeuse, mais beaucoup de bibliothèques, a toujours eu la tradition d'avoir aussi des livres en... Vous m'entendez quand même? Des livres en langue étrangère. Hein. Voilà. Il marche plus ce micro, en fait. Des livres, il y avait en anglais, en allemand, au départ surtout en anglais. Hein. Mais voilà. Mais c'est actuellement, dans les bibliothèques, vous avez aussi des livres en langue étrangère. Oui, je parle pour la jeunesse, là. Donc c'est jusqu'à quel âge maintenant l'accueil des lecteurs En toute honnêteté, comment dire, il n'y a pas de limite, c'est-à-dire qu'il faut qu'un enfant soit né pour pouvoir être inscrit, mais si un adulte ou un enfant ou un jeune de 18 ans a envie de lire un livre pour la jeunesse, il peut. Hein. Enfin, il n'y a pas de limite dans un sens. Enfin, le bébé, il n'aura pas accès au roman pour ados. Voilà. Je reviens un peu aux tranches d'âge, parce que pour les enfants, il y a quand même des tranches d'âge. On peut lire telle ou telle chose. Est-ce que vous avez vu une évolution de choix de livres, justement dans vos comités de lecture ou avec vos petits clients lecteurs? Est-ce que vous proposiez les livres vraiment en fonction des tranches d'âge ou de la qualité du lecteur? Ou ça ne se pose pas comme ça? Non, ça ne se pose pas comme ça, parce que c'est pas parce qu'il y a marqué qu'un livre est pour tel âge que c'est forcément un enfant de cet âge qui va lire. Enfin, là, on sort peut-être du sujet quand même, je trouve, parce que, on peut en discuter pendant des heures, mais je pense que c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et puis, franchement, c'est pas... Bon, bref. C'est pas comme ça qu'on choisit. En Russie, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais il y a une dizaine d'années, vous aviez la section pour les 3-5 ans, la section pour les 5-7, etc. En France, non. Ça n'a jamais existé. Et c'est plutôt la maturité de l'enfant qui compte, me semble-t-il. Mais bon. D'accord. Merci.
Écoutez, nous vous remercions vous en prie. chaleureusement pour Merci à vous. de l'heure joyeuse. Et donc, S'il y en a qui s'intéressent au fonds patrimonial et aux archives, vous avez des renseignements. Et s'il y en a qui veulent laisser leurs coordonnées par rapport à l'histoire de l'heure joyeuse, ça sera avec plaisir. vous retrouverez également en ligne prochainement sur le site la conférence donc que vous pourrez réentendre. Voilà. Vous avez à votre disposition également, pour ceux qui ne l'ont pas eu lors de l'Assemblée Générale, la petite brochure qui a été publiée par notre association pour les enfants. Ronde de rendez-vous. Bonsoir. Vous me tenez au courant. À bientôt. Merci beaucoup. Il n'y a pas les droits.